Ma petite fille de 6 ans m'a dessiné dans un carré noir. À côté de moi, des petites formes grises avec des queues. Ce sont les rats de mamie, a-t-elle expliqué à sa maîtresse d'une voix innocente, comme si c'était la chose la plus normale du monde. C'est une enfant de 6 ans qui a dit au monde ce que mon propre fils refusait de voir. C'est un dessin au crayon de couleur qui a brisé 18 mois de silence. Je m'appelle Paulette Morin. J'ai 72 ans aujourd'hui. Et ce que je vais vous raconter n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une expression. Ce n'est pas une façon de parler. Pendant 18 mois, j'ai vécu dans la cave de mon fils. Pas une cave aménagée avec un parquet et des meubles. Une vraie cave. Humide, sombre, froide en hiver, étouffante en été. Avec une lucarne qui ne s'ouvrait pas, des murs qui suintaient l'eau quand il pleuvait, et un vieux canapé-lit défoncé comme seul mobilier. Mon fils Frédéric a 47 ans. C'est un homme respectable. Cadre dans une entreprise de logistique, propriétaire d'une belle maison en banlieue parisienne. Marié depuis 15 ans à Delphine, une femme élégante qui travaille dans l'immobilier. Père d'une petite fille adorable qui s'appelle Léa. De l'extérieur, c'est une famille parfaite. De l'intérieur, c'est autre chose. Tout a commencé en avril 2022. J'avais 71 ans et je venais de subir une opération de la hanche, une prothèse. À mon âge, ce genre d'intervention n'est pas anodin. Le chirurgien m'avait prévenu avant l'opération. « Madame Morin, vous allez avoir besoin d'aide pendant au moins 1 mois. Quelqu'un pour vous accompagner dans vos déplacements, pour vous aider à faire votre rééducation. Vous ne pouvez pas rester seule. » J'habite seule depuis la mort de mon mari Henri, il y a 12 ans. Un appartement de 3 pièces dans le 15e arrondissement de Paris. Pas grand, mais suffisant pour moi. C'est là que j'ai vécu les 40 plus belles années de ma vie. C'est là que Frédéric a grandi. C'est là que Henri est mort, un matin de novembre, d'une crise cardiaque foudroyante. Après son décès, j'aurais pu vendre, partir, recommencer ailleurs. Mais je suis restée. Parce que dans chaque pièce, il y avait un souvenir. Le fauteuil où Henri lisait son journal. La cuisine où nous préparions le dîner ensemble le dimanche. Le balcon où nous prenions le café en regardant les toits de Paris. Cet appartement, c'était ma vie. C'était mon histoire. C'était tout ce qui me restait. Je me souviens encore du jour où nous l'avons acheté, Henri et moi. C'était en 1982. Frédéric avait 5 ans. Nous avions économisé pendant des années, centime par centime. Henri travaillait comme comptable dans une petite entreprise du 9e arrondissement. Moi, j'étais secrétaire médicale dans un cabinet de quartier. Nos salaires n'étaient pas énormes, mais nous étions disciplinés. Chaque mois, nous mettions de côté ce que nous pouvions. Et un jour, nous avons eu assez pour l'apport. Je me souviens de la signature chez le notaire. Henri me serrait la main si fort sous la table que j'en avais des marques. Quand le notaire nous a tendu les clés, nous avons pleuré tous les deux. C'était notre maison, notre chez-nous, le début de notre vraie vie de famille. Frédéric a grandi dans cet appartement. Je le revois encore, petit garçon aux joues rondes, courir dans le couloir en riant. Je l'entends appeler « Maman! Papa !» de sa voix aiguë. Je le vois faire ses devoirs à la table de la cuisine, le front plissé par la concentration. Je le vois grandir, année après année, devenir adolescent, puis jeune homme. Et je me demande, à quel moment l'ai-je perdu? À quel moment mon petit garçon est-il devenu cet homme, capable de mettre sa propre mère dans une cave? Quand le médecin m'a dit que je ne pouvais pas rester seule après l'opération, j'ai d'abord pensé à engager une aide à domicile. Mais c'est cher.
Ma retraite n'est pas énorme. Et puis, le soir même de ma sortie de l'hôpital, Frédéric m'a appelé. Sa voix était chaleureuse, presque tendre. « Maman, ne t'inquiète pas. Viens chez nous. Delphine et moi, on va s'occuper de toi. Juste le temps que tu te remettes. 1 mois, peut-être 2. Tu verras Léa tous les jours. Ça lui fera plaisir. » J'ai pleuré de gratitude. Mon fils, mon unique enfant. Il ne m'avait pas oubliée. Malgré ses responsabilités, malgré son travail, malgré sa vie de famille, il pensait encore à sa vieille mère. J'ai dit oui immédiatement. Comment aurais-je pu refuser? C'était mon fils. C'était ma famille. Avant de partir, j'ai fait le tour de mon appartement une dernière fois. J'ai touché les murs, les meubles, les photos. J'ai dit au revoir à Henri, à sa photo posée sur le buffet du salon. Je reviens vite, mon amour. Juste 1 mois. Si j'avais su que ce juste 1 mois allait devenir 18 mois d'enfer, aurais-je quand même accepté? Je ne sais pas. Probablement oui, parce que c'était mon fils, et qu'une mère fait toujours confiance à son fils, même quand elle ne devrait pas. J'ai préparé une petite valise. Quelques vêtements, mes médicaments, mon livre de prière et la photo d'Henri, que je garde toujours avec moi. Une petite photo en noir et blanc, prise le jour de notre mariage. Henri avait les cheveux noirs à l'époque, un sourire timide, des yeux pétillants de bonheur. C'était le plus beau jour de ma vie. Et maintenant, cette photo était tout ce qui me restait de lui. Je l'ai glissée dans ma poche intérieure, près de mon cœur, là où elle serait en sécurité. Je suis arrivée chez eux un samedi après-midi, début mai. Je portais une petite valise avec quelques vêtements, mes médicaments et une photo d'Henri, que je garde toujours avec moi. Leur maison est belle, un pavillon de 4 chambres dans une banlieue résidentielle, avec un jardin, un garage, une cuisine américaine. Le genre de maison dont Henri et moi avions rêvé quand nous étions jeunes, mais que nous n'avions jamais pu nous offrir. Frédéric est venu me chercher à la gare. Il m'a aidé à marcher jusqu'à la voiture. Ma hanche me faisait encore mal. Je boitais. Il m'a installée sur le siège passager avec précaution. « Tu vas voir maman. Tu vas être bien chez nous. Repose-toi, récupère, et dans 1 mois tu seras comme neuve. » J'ai souri. J'avais confiance. Comment aurais-je pu imaginer ce qui allait suivre? Quand nous sommes arrivés à la maison, Delphine m'attendait dans l'entrée. Elle portait une robe légère. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés. Son maquillage impeccable. Elle était belle, comme toujours. Mais elle ne souriait pas. Elle m'a fait la bise rapidement, du bout des lèvres, comme on embrasse une connaissance qu'on n'a pas envie de voir. « Bonjour Paulette, vous avez fait bon voyage ?» Sa voix était froide, distante. Elle ne m'a pas pris ma valise. Elle ne m'a pas proposé de m'asseoir. Elle a simplement dit « Suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre. » J'ai regardé Frédéric. Il était derrière nous, les mains dans les poches, le regard fuyant. Il n'a rien dit. Delphine s'est dirigée vers l'escalier. Pas celui qui montait vers les chambres à l'étage, celui qui descendait, vers la cave. Mon cœur s'est serré. J'ai pensé qu'elle plaisantait, qu'elle allait se retourner en riant et dire « Je vous ai fait peur, hein? Allez, venez, votre vraie chambre est en haut. » Mais elle ne s'est pas retournée. Elle a descendu les marches. Et je l'ai suivie, une main sur la rampe, l'autre sur ma hanche douloureuse. En bas, elle a allumé une ampoule nue qui pendait du plafond. Et j'ai vu. La cave faisait environ 12 mètres carrés. Les murs étaient en béton brut, tachés d'humidité. Le sol était un carrelage gris, froid, craquelé par endroits. Dans un coin,
Il y avait un vieux canapé-lit que je n'avais jamais vu. Le tissu était élimé, taché, affaissé au milieu. À côté, une lampe de chevet sans abat-jour, posée sur une caisse en bois. Et en hauteur, une petite lucarne rectangulaire, à plus de 2 mètres du sol, avec une vitre opaque impossible à ouvrir. « C'est temporaire », a dit Delphine de sa voix neutre. « Le temps que Frédéric finisse d'aménager le bureau à l'étage. 2 semaines maximum. Vous comprenez, on n'avait pas prévu d'avoir quelqu'un à la maison. On s'organise comme on peut. » J'ai ouvert la bouche pour protester, pour dire que ce n'était pas possible, que je ne pouvais pas dormir ici, que j'avais mal à la hanche, que j'avais besoin de confort, de lumière, d'air frais. Mais les mots ne sont pas sortis. Parce que quand j'ai regardé vers l'escalier, j'ai vu Frédéric. Il était en haut des marches, silhouette sombre contre la lumière du couloir, et il ne bougeait pas. Il ne disait rien. Il regardait ailleurs. Alors j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas une erreur, que ce n'était pas temporaire, que mon fils savait et qu'il avait choisi. La première nuit dans cette cave a été la plus longue de ma vie. Le canapé-lit était si défoncé que je sentais les ressorts à travers le matelas fin. Ma hanche me faisait souffrir dans cette position. Il faisait froid malgré le mois de mai, cette humidité qui s'infiltre dans les os. Et il y avait cette odeur, une odeur de moisi, de renfermé, de terre mouillée, une odeur de cave. J'ai pleuré silencieusement, le visage enfoui dans un oreiller qui sentait le vieux. Je me suis dit que c'était un mauvais rêve. Que demain Frédéric descendrait, qu'il s'excuserait, qu'il m'emmènerait dans une vraie chambre. Demain tout irait mieux. Demain n'est jamais venu, pas comme je l'espérais. Cette première nuit, j'ai à peine fermé l'œil. Chaque bruit me faisait sursauter. Le craquement des murs, le gargouillement des tuyaux, le silence lui-même semblait menaçant. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu des grattements qui venaient du coin opposé de la cave, là où s'entassaient des cartons et de vieux outils. Des souris, peut-être des rats. Je n'ai pas osé me lever pour vérifier. Je suis restée recroquevillée sur ce canapé-lit défoncé, serrant la photo d'Henri contre ma poitrine, priant pour que le matin arrive vite. Et quand le premier rayon de lumière grise a filtré par la lucarne opaque, j'ai pleuré de soulagement. J'avais survécu à ma première nuit. Je ne savais pas encore qu'il y en aurait 546 autres. Le lendemain matin, Delphine est descendue avec un plateau. Un bol de café tiède, 2 biscottes, un peu de confiture. Elle a posé le plateau sur la caisse en bois qui servait de table de nuit. Voilà pour le petit déjeuner. Les toilettes quand elles sont en haut, au bout du couloir. Essayez de ne pas y aller trop souvent. Ça fait du bruit et ça réveille Léa. Elle est remontée sans attendre de réponse. Elle n'avait pas demandé comment j'avais dormi. Elle n'avait pas demandé si j'avais mal. Elle n'avait rien demandé du tout. J'ai bu mon café froid en regardant la lucarne. Un rectangle de lumière grise, inaccessible. Et j'ai attendu. Attendu que quelqu'un vienne me chercher. Attendu que mon fils se souvienne que j'existais. Les jours ont passé, puis les semaines. Le bureau à l'étage n'a jamais été aménagé. Les 2 semaines maximum sont devenues 1 mois, puis 2, puis 3, et personne n'en parlait plus. La routine s'est installée, terrible dans sa banalité. Delphine descendait 1 fois le matin avec le petit déjeuner, 1 fois le midi avec un repas souvent froid, 1 fois le soir avec le dîner. Elle ne restait jamais plus de 30 secondes. Elle posait le plateau, elle remontait. Parfois, elle ne disait même pas bonjour. Frédéric, lui, ne descendait pas. Jamais. Je le voyais parfois quand je montais pour aller aux toilettes. Il était dans le salon, devant la télévision, ou dans la cuisine,
le nez dans son téléphone. Il levait les yeux, me faisait un petit signe de la tête et retournait à ce qu'il faisait. Comme si j'étais une ombre, comme si je n'existais pas vraiment. Je me souviens d'un soir, environ 6 semaines après mon arrivée. J'étais remontée pour aller aux toilettes. Il était 22 heures. Delphine était dans le salon, un verre de vin à la main. Quand elle m'a vue traverser le couloir, elle a soupiré, fort, ostensiblement. « Paulette, vous ne pourriez pas y aller moins souvent ? C'est perturbant pour Léa. Elle entend des bruits la nuit. Elle a peur. » J'ai baissé les yeux. J'ai murmuré pardon. Pardon d'avoir besoin d'aller aux toilettes. Pardon d'exister. Je suis redescendue dans ma cave et j'ai pleuré. De honte, de colère, de désespoir. 3 mois ont passé. Ma hanche allait mieux. Je marchais presque normalement. Je n'avais plus besoin d'aide pour me déplacer. J'aurais pu rentrer chez moi. J'aurais dû rentrer chez moi. Un dimanche, j'ai trouvé le courage d'en parler à Frédéric. Il était dans le jardin, en train de tailler les rosiers. Je me suis approchée doucement. « Frédéric, je voulais te parler. » Il s'est retourné. Son visage s'est fermé immédiatement. « Oui, maman. » Ma hanche va beaucoup mieux. Je pense que je pourrais rentrer chez moi maintenant. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Il a posé son sécateur. Il a pris une grande inspiration et il a dit, d'une voix que j'avais du mal à reconnaître, « Maman, ton appartement, on en a parlé, tu te souviens? Tu nous l'as prêté pour qu'on le loue. Les locataires ont un bail d'1 an. On ne peut pas les mettre dehors comme ça. » Mon sang s'est glacé. Un bail d'1 an? Des locataires? Je n'avais jamais dit ça. Je n'avais jamais signé quoi que ce soit. Je me souvenais d'une conversation, vague, quelques jours avant mon opération. Frédéric m'avait dit que ce serait bien si quelqu'un pouvait garder un œil sur l'appartement pendant mon absence. J'avais dit oui, distraitement, préoccupée par l'opération qui approchait. Mais je n'avais jamais parlé de le louer. Je n'avais jamais parlé d'un bail. « Frédéric, je n'ai jamais... » Il m'a interrompu. « Maman, ne t'inquiète pas. On a tout arrangé. Le loyer tombe sur ton compte. Tout va bien. Et puis, tu es bien ici avec nous, non? Léa est contente de te voir. » Il a repris son sécateur. La conversation était terminée. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul change tout. L'été est arrivé. La cave est devenue étouffante. La chaleur s'accumulait sous le plafond bas. L'humidité des murs créait une moiteur insupportable. Je transpirais jour et nuit. J'avais du mal à respirer. J'ai demandé à Delphine si je pouvais dormir sur le canapé du salon, juste pendant la canicule. Elle a ri, un petit rire sec, méprisant. « Le salon, avec la climatisation, c'est notre espace de vie, Paulette. On ne peut pas vous avoir dans les pattes en permanence, vous comprenez? » Je comprenais très bien. L'automne est venu, puis l'hiver. Et là, ça était pire. La cave n'avait pas de chauffage. Les murs suintaient d'humidité. Le froid s'installait dès novembre et ne partait pas avant avril. Je portais 3 pulls superposés, un bonnet de laine, des gants même pour dormir. Et j'avais quand même froid. Un froid qui s'infiltrait partout, qui me rongeait les os, qui me faisait trembler la nuit. J'ai demandé un chauffage d'appoint, un petit radiateur électrique. Rien d'extraordinaire. Delphine a haussé les épaules. L'électricité coûte cher. On ne peut pas se permettre de chauffer la cave en plus de la maison. Mettez un pull supplémentaire. Un pull supplémentaire. J'en portais déjà 3. J'ai commencé à tousser. Une toux sèche d'abord, puis grasse, persistante. Une toux qui ne partait pas, qui me réveillait la nuit, qui me laissait épuisée le matin.
J'ai demandé à voir un médecin. Delphine a dit qu'elle prendrait rendez-vous. Elle n'a jamais pris rendez-vous. 6 mois. Ça faisait 6 mois que je vivais dans cette cave. 6 mois que je n'avais pas vu le soleil autrement qu'à travers une lucarne opaque. 6 mois que je mangeais seule, que je dormais dans le froid, que je toussais sans soin, et personne ne semblait trouver ça anormal. Frédéric passait sa vie au travail. Delphine m'évitait soigneusement. Et moi, je me taisais. Pourquoi je me taisais? Je me suis posé cette question des centaines de fois depuis. La réponse est simple et terrible à la fois. Parce que c'était mon fils. Parce que je ne voulais pas croire qu'il me faisait du mal volontairement. Parce que j'espérais, chaque jour, qu'il allait se réveiller, réaliser, s'excuser, tout arranger. Parce que l'amour d'une mère est aveugle, même quand il ne devrait pas l'être. Il y avait une lumière dans cette obscurité. Une seule. Elle s'appelait Léa. Ma petite fiche avait 6 ans. C'était une enfant douce, curieuse, avec de grands yeux bruns et des cheveux châtains bouclés. Elle était la seule à descendre me voir dans la cave. Pas souvent, parce que Delphine le lui interdisait. Mais parfois, quand sa mère était au téléphone ou occupée ailleurs, elle se glissait dans l'escalier sur la pointe des pieds. Elle descendait les marches une par une, prudemment, et elle apparaissait dans la lumière blafarde de l'ampoule nue. « Mamie !» Elle courait vers moi. Elle me serrait dans ses petits bras. Et pendant quelques minutes, j'oubliais tout. Le froid, l'humidité, la solitude. Il n'y avait plus que cet enfant et son amour inconditionnel. Elle s'asseyait à côté de moi sur le canapé défoncé. Elle me prenait la main. Elle me racontait sa journée à l'école, ses copines, ce qu'elle avait appris. Et parfois, elle me posait des questions. « Mamie, pourquoi tu habites ici? C'est pas joli. » Je ne savais pas quoi répondre. Je ne voulais pas lui mentir, mais je ne voulais pas non plus la charger, avec des vérités qu'elle était trop jeune pour comprendre. Alors je disais simplement « C'est temporaire, ma chérie. » Elle fronçait les sourcils. « Ça veut dire quoi, temporaire? » « Ça veut dire que ça ne va pas durer. » Elle me regardait avec ses grands yeux, et je voyais bien qu'elle ne me croyait pas. Les enfants sentent ces choses-là. Ils ne comprennent pas avec leur tête, mais ils comprennent avec leur cœur. Un jour, elle m'a apporté un dessin. Elle l'avait fait à l'école, pendant l'atelier arts plastiques. C'était un soleil. Un grand soleil jaune avec des rayons orange qui partaient dans toutes les directions. Et en dessous, écrit de sa petite main maladroite, « Pour mamie, c'est pour toi », m'a-t-elle dit avec un sourire fier, « pour que tu aies de la lumière. » J'ai pleuré, devant cet enfant de 6 ans qui comprenait, mieux que quiconque, ce dont j'avais besoin. Ce dessin, je l'ai gardé précieusement. Je l'ai caché sous le matelas du canapé-lit, là où Delphine ne regarderait jamais. Et les soirs les plus sombres, quand le désespoir menaçait de m'engloutir, je le sortais et je le regardais. Ce soleil dessiné par une enfant, cette lumière dans les ténèbres. 8 mois ont passé. Nous étions en janvier. L'hiver était particulièrement rude, cette année-là. Il avait neigé plusieurs fois. Dans la maison, au-dessus de ma tête, j'entendais la chaudière ronronner, le chauffage central qui maintenait une température agréable dans toutes les pièces. Sauf dans la cave, bien sûr. Dans la cave, il faisait parfois moins de 10 degrés. Je dormais avec tous mes vêtements, recroquevillés sous une couverture trop fine. Et je grelottais quand même. Ma toux avait empiré. Certains matins, je crachais du sang. Pas beaucoup, juste quelques traces roses dans le mouchoir. Mais assez pour m'inquiéter. J'ai essayé d'en parler à Frédéric. Un soir, alors qu'il passait devant l'escalier de la cave, je l'ai appelé. « Frédéric, s'il te plaît, j'ai besoin de voir un médecin. Je tousse du sang. » Il s'est arrêté.
Il m'a regardée. Et pendant une seconde, j'ai cru voir quelque chose dans ses yeux. De l'inquiétude, du remords, mais ça n'a duré qu'une seconde. « Je vais en parler à Delphine », a-t-il dit. Et il est parti. Delphine n'a jamais pris rendez-vous. C'est à cette époque que j'ai commencé à tenir un journal. Je n'avais pas de cahier, pas de stylo, mais je récupérais tout ce que je pouvais. Des emballages de biscuits, des enveloppes vides, des prospectus que Delphine jetait et que je récupérais quand elle avait le dos tourné. Et j'écrivais, avec un crayon à papier que Léa m'avait donné en cachette. J'écrivais tout. Les dates, les heures, ce qu'on me donnait à manger, la température approximative de la cave, les mots de Delphine, les silences de Frédéric. J'écrivais pour ne pas devenir folle. J'écrivais pour garder une trace. J'écrivais parce qu'au fond de moi, je savais qu'un jour, quelqu'un lirait ces mots et qu'il comprendrait. Un soir de février, vers 1h du matin, je n'arrivais pas à dormir. La toux me tenait éveillée et j'avais soif. Je suis remontée pour prendre un verre d'eau à la cuisine. La maison était silencieuse. Tout le monde dormait, ou du moins c'est ce que je croyais. Quand je suis arrivée près de la cuisine, j'ai vu de la lumière sous la porte. Et j'ai entendu des voix. Frédéric et Delphine. Ils parlaient à voix basse. Mais dans le silence de la nuit, chaque mot me parvenait clairement. Je me suis arrêtée. Je savais que c'était mal d'écouter. Mais quelque chose m'a retenue. Un instinct. Une intuition. Et j'ai écouté. Delphine parlait. Le loyer de son appartement tombe le 5 du mois. Ça fait 1 200 €. Fois 12, ça fait presque 15 000 € par an. Et elle ne nous coûte presque rien ici. Quelques repas, un peu d'électricité pour l'ampoule de la cave. On est largement bénéficiaire. La voix de Frédéric. Elle va finir par demander à rentrer chez elle. Elle en a parlé plusieurs fois. Delphine a ri. Ce petit rire que je connaissais trop bien. On lui dira que les locataires ont renouvelé leur bail. Elle ne vérifiera pas. Elle n'a plus accès à ses comptes de toute façon. Tu gères tout, non? Oui, depuis son opération. J'ai la procuration bancaire. Elle m'a fait confiance pour gérer ses affaires pendant sa convalescence. Parfait. Alors elle reste dans la cave, on encaisse le loyer, tout le monde est content. Silence. Puis Frédéric. Et si elle se plaint? Si elle en parle à quelqu'un? À qui? Elle n'a plus de téléphone. Elle ne sort jamais. Elle ne voit personne. Et qui la croirait? Une vieille femme confuse qui raconte que son fils la séquestre dans une cave? On dira qu'elle perd la tête. Ce sera sa parole contre la nôtre. Nouveau silence. Puis, d'accord, continuons comme ça. J'ai entendu le bruit d'une chaise qu'on repousse. Ils allaient sortir de la cuisine. Je me suis enfuie, aussi vite que ma hanche me le permettait. Je suis redescendue dans ma cave. Je me suis assise sur le canapé-lit, le cœur battant à tout rompre. Mon fils, mon propre fils. Il me volait. Il encaissait le loyer de mon appartement sans me le dire. Il avait pris le contrôle de mes comptes bancaires et il me gardait prisonnière dans cette cave pour continuer à le faire. J'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, des larmes de rage, de trahison, d'un amour maternel qui venait de se briser en 1000 morceaux. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. Quelque chose s'est éteint et quelque chose d'autre s'est allumé. La partie de moi qui espérait encore, qui croyait encore en mon fils, cette partie-là est morte. Et à sa place est née autre chose. Une détermination froide, une volonté de survie. Je ne pouvais pas m'échapper. Pas tout de suite. Je n'avais ni téléphone, ni argent, ni nulle part où aller. Mais je pouvais attendre. Je pouvais observer, je pouvais noter. Et un jour, je trouverais un moyen. Un jour, je sortirais de cette cave.
Et ce jour-là, il paierait, non pas par vengeance, mais par justice. 9 mois, 10 mois. Le temps passait, identique à lui-même. Les mêmes repas froids, les mêmes silences, la même humidité sur les murs. J'avais appris à économiser mes forces, à ne pas me plaindre, à me faire aussi petite et invisible que possible. Delphine semblait satisfaite de cet arrangement. Elle me voyait à peine. Pour elle, j'étais devenue un meuble. Un objet encombrant qu'on relègue au sous-sol et qu'on oublie. Frédéric continuait à m'éviter. Quand nous nous croisions, il me regardait avec un mélange de gêne et d'agacement. Jamais de remords, jamais de questionnement. Juste cette envie palpable que je disparaisse, que je cesse d'exister pour lui faciliter la vie. Un jour, au printemps suivant, presque un an après mon arrivée, j'ai trouvé quelque chose dans un carton au fond de la cave. Un vieux téléphone portable, un Nokia des années 2000, le genre qu'on utilisait avant les smartphones. Il était au milieu d'objets abandonnés, de vieux câbles, de magazines périmés. Je l'ai pris, je l'ai caché sous mon matelas, et j'ai attendu la nuit. Le téléphone avait encore un peu de batterie. Pas beaucoup, mais assez pour passer un appel. Avec des mains tremblantes, j'ai composé le numéro de ma sœur Madeleine. Elle habite à Bordeaux. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Frédéric lui avait dit, je l'apprendrai plus tard, que j'étais partie en maison de repos pour ma rééducation. Une sonnerie. 2, 3. Puis sa voix, surprise, ensommeillée. « Allô? Madeleine, c'est Paulette. » Un silence. Puis, « Paulette? Mon Dieu, ça fait une éternité. Comment vas-tu? Frédéric m'a dit que tu étais en maison de repos. Tu es sortie? En maison de repos. » C'est donc ce qu'il racontait à la famille. Je me suis forcée à parler calmement, malgré mon cœur qui battait la chamade. « Madeleine, écoute-moi. Je ne suis pas en maison de repos. Je suis chez Frédéric, dans sa cave, depuis presque un an. Je n'ai pas le droit de sortir. Ils ont pris mon appartement. Ils encaissent le loyer. Je suis prisonnière. » Silence au bout du fil. Un long silence. Puis, « Paulette, tu es sûre de ce que tu dis? Frédéric ne ferait jamais. C'est ton fils. »« Madeleine, je t'en supplie. » Crois-moi, je n'invente rien. Je vis dans une cave humide depuis 11 mois. Je tousse du sang. Je n'ai vu aucun médecin. Ils m'ont tout pris. Ma voix s'est brisée. S'il te plaît, Madeleine, aide-moi. Un autre silence. Puis, d'accord, Paulette. Je te crois. Laisse-moi réfléchir. Je vais trouver une solution. Mais il faut être prudente. Si Frédéric découvre que tu m'as appelé... Je sais. Le téléphone n'a presque plus de batterie. Je ne pourrai pas te rappeler. Alors écoute-moi. Ne fais rien de dangereux. Garde tes notes, tes preuves. Je vais me renseigner de mon côté. Je vais vérifier pour ton appartement, pour tes comptes, et je trouverai un moyen de te sortir de là. Tu m'entends, Paulette? Je ne t'abandonnerai pas. Merci, Madeleine. Merci. La batterie a clignoté. J'ai raccroché. Et j'ai caché le téléphone tout au fond du carton, sous les vieux magazines. 2 jours plus tard, Delphine est descendue à la cave. Elle ne portait pas de plateau. Son visage était dur, ses yeux glacés. Et dans sa main, elle tenait le Nokia. « Vous avez appelé quelqu'un ?» Ce n'était pas une question. Mon cœur s'est arrêté. Comment avait-elle trouvé? Avait-elle fouillé mes affaires? M'avait-elle entendu cette nuit-là? « C'est ma sœur, » ai-je murmuré. J'avais le droit de... Vous n'avez aucun droit. Sa voix était tranchante comme une lame. Elle s'est approchée de moi. Ses yeux brillaient d'une colère froide. Écoutez-moi bien, Paulette. Vous vivez sous notre toit. Nous vous nourrissons.
Nous vous hébergeons. Et voilà comment vous nous remerciez, en appelant votre famille pour raconter des mensonges. Ce ne sont pas des mensonges. Je vis dans une cave depuis. Vous vivez dans une chambre d'amis au sous-sol. Nuance. Et si vous n'êtes pas contente, vous savez où est la porte. Elle a fait une pause, puis a ajouté avec un sourire mauvais. Mais bien sûr, vous n'avez nulle part où aller. Votre appartement est loué. Vos comptes sont gérés par Frédéric, et votre chère sœur habite à 600 kilomètres. Alors je vous conseille de vous tenir tranquille. Elle s'est approchée encore plus près. Je pouvais sentir son parfum. Trop sucré, écœurant. Si vous créez des problèmes, si vous racontez encore des histoires à la famille, on vous met en EHPAD. Un vrai, avec des gens qui bavent, qui hurlent la nuit, qui ne reconnaissent plus personne. C'est ça que vous voulez? Finir vos jours au milieu des démons? J'ai secoué la tête, terrifiée. Non, non, je serai sage. Bien. Elle a glissé le téléphone dans sa poche. Je garde ça, et n'essayez pas d'en trouver un autre. Je vérifie la cave tous les jours maintenant. Elle est remontée. La porte s'est refermée, et je me suis effondrée sur le canapé-lit, secouée de sanglots silencieux. L'isolement est devenu total après cet épisode. Plus de visites de Léa. Delphine lui avait strictement interdit de descendre à la cave. Mamie est fatiguée, elle a besoin de repos. Tu la déranges. Je l'entendais parfois, ma petite fille, pleurer en haut de l'escalier. Elle appelait « Mamie, mamie !» et Delphine la tirait par le bras, l'emmenait ailleurs. Ce sont ces pleurs d'enfant qu'on empêche de voir sa grand-mère. C'était peut-être le plus douloureux de tout. Plus que le froid, plus que la faim, plus que l'humiliation, parce que Léa souffrait à cause de moi, à cause de ce que j'étais devenue, un secret honteux qu'on cache au sous-sol. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Un proche qui vous a trahi? Une personne que vous aimiez plus que tout et qui s'est retournée contre vous? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. L'été est revenu, puis un nouvel automne, un nouvel hiver. Je comptais les jours sur les murs de ma cave, comme un prisonnier. 15 mois, 16 mois, 17 mois. J'avais maigri de presque 10 kilos. Ma toux était devenue chronique, un bruit de fond permanent qui m'accompagnait jour et nuit. Mes cheveux, autrefois soigneusement coiffés, étaient devenus ternes, emmêlés. Je ne me regardais plus dans le petit miroir fêlé que j'avais trouvé dans un carton. Je ne voulais pas voir ce que j'étais devenue. Une nuit de ce deuxième hiver, j'ai entendu une conversation qui m'a glacé le sang plus encore que le froid de la cave. Il était tard, peut-être minuit. Frédéric et Delphine parlèrent dans la cuisine, comme d'habitude. Mais cette fois, le sujet était différent. La voix de Delphine. Il faudrait une tutelle, officielle. Comme ça, on serait tranquille. Frédéric, une tutelle, c'est compliqué à obtenir. Pas tant que ça. On dit qu'elle perd la tête, qu'elle devient confuse, qu'elle est incapable de gérer ses affaires. Le médecin signe un papier, on passe devant le juge. Et voilà, on devient ses tuteurs légaux. Et ensuite, on peut vendre son appartement. Légalement, sans qu'elle puisse s'y opposer. C'est un 3 pièces dans le 15e, Frédéric. Tu sais ce que ça vaut? Au moins 400 000 €, peut-être plus avec le marché actuel. Silence. J'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. Elle n'est pas folle, Delphine. Elle a toute sa tête. Frédéric, elle vit dans une cave depuis 1 an et demi, et elle ne s'est pas enfuie. Elle ne s'est pas plainte à la police. Elle n'a contacté personne. Ça, c'est pas un signe de bonne santé mentale, si tu veux mon avis. Un autre silence. Puis,
Je vais y réfléchir. Il voulait me faire passer pour folle, pour me voler ma maison. Cette maison que j'avais payée pendant 30 ans, centime par centime. Cette maison où j'avais élevé mon fils. Cette maison où mon mari était mort. Et il voulait me la prendre. Légalement. Légalement. Proprement. En me déclarant incapable. Cette nuit-là, j'ai touché le fond. J'ai pensé à mourir. Pas à me suicider activement, non. Juste à arrêter de me battre. À ne plus manger. À laisser la maladie, le froid, l'épuisement faire leur œuvre. À m'éteindre doucement dans cette cave. Et que tout soit fini. J'étais si fatiguée. Fatiguée de souffrir. Fatiguée d'espérer. Fatiguée d'aimer un fils qui ne m'aimait pas. Mais chaque fois que cette pensée me traversait l'esprit, je voyais le visage de Léa, ses grands yeux bruns, son sourire innocent, son dessin de soleil caché sous mon matelas, et je me disais « Non, pas encore, pas maintenant. Pour elle, au moins, je dois tenir, je dois survivre, et peut-être, un jour, la revoir, un jour de plus, puis un autre, et encore un autre. » C'est comme ça que j'ai survécu au 2e hiver. Non pas par espoir, mais par obstination, par refus de leur donner satisfaction, par amour pour une enfant de 6 ans qui, sans le savoir, me maintenait en vie. 18 mois. C'est long, 18 mois. C'est 547 jours, 13 128 heures, des millions de secondes de solitude, de froid, de faim, de peur. 18 mois à vivre comme un animal dans un terrier humide. 18 mois à attendre que quelqu'un se souvienne de mon existence. Et c'est une enfant de 6 ans qui m'a finalement sauvée. Pas avec des mots, pas avec une plainte, avec un dessin. C'était en mars, presque 2 ans après mon arrivée. À l'école de Léa, la maîtresse avait donné un exercice aux enfants. Dessinez votre famille à la maison. Un exercice simple, classique, que tous les instituteurs font au moins une fois dans l'année. Léa a pris ses crayons de couleur et elle a dessiné. Elle a dessiné la maison, grande, avec des fenêtres et une porte rouge. Elle a dessiné son papa, debout, grand, avec un costume. Elle a dessiné sa maman, à côté, souriante, avec une robe bleue. Elle s'est dessinée elle-même, petite, au milieu, avec des couettes. Et puis, dans le coin inférieur gauche de la feuille, séparée du reste par un trait noir épais, elle a dessiné autre chose. Un carré sombre, presque noir. À l'intérieur du carré, une silhouette, une femme avec des cheveux gris. Et autour de la silhouette, des petites formes grises avec des queues. La maîtresse s'est approchée de Léa. Elle a regardé le dessin. Elle a froncé les sourcils. « Léa, c'est très joli. Mais c'est qui, là, dans le carré noir ?»« C'est mamie. »« Et pourquoi elle est là, ta mamie ?»« Elle habite dans la cave. » La maîtresse a cligné des yeux. « Dans la cave ?»« Oui, en bas, là où c'est sombre. C'est pas joli là-bas. Il fait froid. » « Et les petites choses grises, là, c'est quoi ?»« C'est les rats. Des fois, la nuit, mamie, elle dit qu'elle entend des bruits. Moi, je pense que c'est des rats. » La maîtresse a posé son crayon. Elle a regardé Léa longuement. Cet enfant ne mentait pas. Les enfants de 6 ans ne savent pas mentir comme ça. Ils racontent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils comprennent avec leur innocence. Et ce que Léa venait de raconter, c'était une vérité terrible. La maîtresse a pris le dessin. Elle est sortie de la classe. Elle est allée voir la directrice. Et la directrice a appelé les services sociaux. 2 jours plus tard, on a sonné à la porte de la maison. C'était un après-midi ordinaire. J'étais dans ma cave, allongée sur le canapé-lit,
en train de tousser comme d'habitude. J'ai entendu la sonnette. Puis des voix que je ne connaissais pas. Puis des pas qui venaient vers l'escalier de la cave. La porte s'est ouverte. Delphine se tenait en haut des marches, le visage blanc comme un linge. Derrière elle, 2 personnes. Une femme d'une 40aine d'années avec un badge autour du cou. Un homme en uniforme. Un policier. « Madame Morin ?» a demandé la femme en descendant les marches. « Madame Paulette Morin ?» Je me suis levée. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. « Oui, c'est moi. » La femme a regardé autour d'elle. Son visage s'est décomposé. Je voyais dans ses yeux l'horreur qu'elle essayait de dissimuler derrière son professionnalisme. La cave humide, le canapé-lit défoncé, la lucarne impossible à ouvrir, l'ampoule nue qui pendait du plafond, l'odeur de moisi. Elle a sorti un appareil photo de son sac. Ses mains tremblaient légèrement. Elle a commencé à prendre des clichés. Chaque flash était comme un coup de tonnerre dans le silence de cette cave. Je suis Madame Renaud, assistante sociale. Nous avons reçu un signalement concernant une personne âgée vivant dans des conditions inappropriées à cette adresse. Elle s'est approchée de moi. J'ai vu ses narines frémir quand elle a senti l'odeur de la cave, cette odeur de moisi et d'enfermement que j'avais fini par ne plus remarquer. « Depuis combien de temps vivez-vous ici, madame ?» 18 mois. Ma voix était rauque, cassée. Je n'avais presque pas parlé depuis des mois. Les mots me semblaient étrangers, dans ma propre bouche. 18 mois dans cette cave? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Oui. Mon Dieu. Elle a fermé les yeux un instant, comme pour se ressaisir. Puis elle a repris, d'une voix plus professionnelle. Avez-vous accès au reste de la maison, aux toilettes, à la salle de bain? Les toilettes, oui, quand on me le permettait. La salle de bain parfois. 1 fois par semaine, peut-être moins. 1 fois par semaine? Elle n'arrivait pas à cacher son indignation. Et vos repas? On me descendait un plateau, 3 fois par jour en principe. Mais parfois, on oubliait. On oubliait de vous nourrir? Oui, surtout le dimanche. Il sortait souvent le dimanche. L'assistante sociale a écrit quelque chose dans son carnet. J'ai vu ses mâchoires se crisper. Voyez-vous un médecin régulièrement? Non, jamais. J'ai demandé plusieurs fois. On m'a dit qu'on prendrait rendez-vous. Personne n'a jamais pris rendez-vous. Vous toussez. Ce n'était pas une question. Oui, depuis des mois, parfois, je crache du sang. Elle a fermé son carnet d'un geste sec. C'est suffisant. Elle s'est tournée vers le policier. Appelez une ambulance et prévenez le procureur. On est face à un cas de maltraitance aggravée. L'assistante sociale a échangé un regard avec le policier. Celui-ci a sorti son téléphone et a passé un appel. Delphine était toujours en haut des escaliers. Son visage avait perdu toute couleur. Elle essayait de sourire, de paraître normale, mais ses mains tremblaient. « C'est un malentendu », a-t-elle dit d'une voix trop aiguë. Ma belle-mère a choisi de vivre ici. Elle préférait le calme. N'est-ce pas, Paulette? Je l'ai regardée. Cette femme qui m'avait humiliée pendant 18 mois. Cette femme qui m'avait menacée, isolée, affamée. Cette femme qui voulait me faire passer pour folle pour voler ma maison. Et j'ai dit « Non, ce n'est pas un malentendu. J'ai été forcée de vivre ici. On m'a pris mon appartement. On m'a interdit de contacter ma famille. On m'a menacée. » Delphine a ouvert la bouche pour protester, mais le policier l'a interrompue. « Madame, ne dites plus rien. Vous aurez l'occasion de vous expliquer au commissariat. » C'est à ce moment-là que la porte d'entrée s'est ouverte à nouveau.
J'ai entendu des voix dans le couloir, puis des pas, et ma sœur Madeleine est apparue en haut de l'escalier. Avec un homme en costume, un avocat. « Paulette !» Elle a descendu les marches aussi vite qu'elle le pouvait. Elle m'a prise dans ses bras. Elle pleurait. « Mon Dieu, Paulette! Mon Dieu !» Elle m'a serré si fort que j'ai eu mal, mais c'était une douleur bienvenue. La douleur de l'amour. « Je suis venue dès que j'ai pu, » a-t-elle murmuré dans mes cheveux. « Après ton appel, j'ai fait des recherches. J'ai découvert que ton appartement était loué. J'ai trouvé les traces de la procuration bancaire. J'ai engagé un avocat, Maître Blanchard. On préparait tout pour te sortir de là. Mais quand l'école a signalé, quand on m'a appelée, je suis venue immédiatement. » Elle s'est écartée pour me regarder. Ses yeux étaient remplis de larmes. J'aurais dû venir plus tôt. Pardonne-moi. J'aurais dû te croire tout de suite. J'aurais dû agir plus vite. J'ai secoué la tête. Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. L'avocat, Maître Blanchard, s'est approché. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec des cheveux grisonnants et un regard perçant. « Madame Morin, je suis là pour vous aider. Tout ce que vous direz sera noté, et pourra être utilisé dans la procédure judiciaire. Êtes-vous prête à témoigner? » « Oui. » « Parfait. Commençons par le commencement. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en restant si longtemps sans me battre. J'aurais pu crier, j'aurais pu fuir, j'aurais pu me révolter. Mais je ne l'ai pas fait. Par amour pour mon fils. Par peur. Par épuisement. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Ce qui s'est passé ensuite a été rapide. Étonnamment rapide. Frédéric est rentré du travail en fin d'après-midi. Il a trouvé 2 voitures de police devant sa maison, une ambulance et une équipe de journalistes qui commençaient à se rassembler devant le portail. Quelqu'un avait prévenu la presse. Plus tard, j'apprendrai que c'était la directrice de l'école de Léa. Elle était tellement choquée par ce que le dessin révélait qu'elle avait appelé un ami journaliste. Frédéric a été placé en garde à vue. Delphine aussi, séparément. Ils ont été interrogés pendant plusieurs heures. Ils ont d'abord nié, bien sûr. Ils ont dit que c'était un malentendu, que j'avais choisi de vivre dans la cave, que j'étais confuse, que je perdais la tête. Mais les preuves étaient accablantes. Mes notes, cachées sous le matelas, minutieusement datées. Les photos de la cave prises par l'assistante sociale. Les relevés bancaires montrant que le loyer de mon appartement était versé sur un compte contrôlé par Frédéric. La procuration bancaire, obtenue pendant ma convalescence. Et surtout, le dessin de Léa. Ce petit dessin au crayon de couleur, qui avait tout déclenché. On m'a emmenée à l'hôpital pour un examen complet. L'ambulance m'a transportée avec des lumières et des sirènes, comme si j'étais une urgence vitale. Et d'une certaine façon, je l'étais. Mon corps, après 18 mois de privation, était au bord de la rupture. À l'hôpital, on m'a installée dans une chambre individuelle. Une vraie chambre, avec un vrai lit, des draps blancs, une fenêtre qui s'ouvrait sur le ciel. Je suis restée longtemps à regarder cette fenêtre, à regarder la lumière du jour entrer librement dans la pièce. C'était si simple, si ordinaire, et pourtant, pour moi, c'était un miracle. Les médecins m'ont fait passer une batterie de tests. Radiographie, prise de sang, examen cardiaque, tout y est passé. Les résultats sont arrivés au fil des heures, et chacun d'entre eux était pire que le précédent. J'avais une infection pulmonaire chronique qui avait failli dégénérer en pneumonie. Mes poumons étaient enflammés, irrités par des mois de respiration dans l'air humide et vicié de la cave. Des carences alimentaires sévères en vitamine D, B12 et en fer. Mon corps, privé de lumière,
et de nourriture équilibrée, avait puisé dans ses réserves jusqu'à l'épuisement. De l'anémie qui expliquait ma fatigue constante, mes vertiges, ma difficulté à me concentrer, de l'arthrite aggravée par l'humidité. Mes articulations, déjà fragilisées par l'âge, avaient été massacrées par des mois de froid et d'humidité, des problèmes de peau dus au manque de lumière. Ma peau était devenue pâle, presque grise, marquée de plaques sèches et irritées. Et par-dessus tout, une dénutrition qui avait fait chuter mon poids de presque 12 kilos. Le médecin qui m'a examinée était un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes rondes et une voix douce. Il a secoué la tête en lisant les résultats, encore et encore, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. « Madame Morin, comment avez-vous survécu dans ces conditions pendant 18 mois ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Comment expliquer? Comment mettre des mots sur l'instinct de survie, sur l'espoir absurde, sur l'amour d'une petite fille qui dessinait des soleils? Par obstination peut-être, ai-je fini par murmurer, par amour. Il m'a regardé longtemps, sans rien dire, puis il a posé sa main sur la mienne. « Vous êtes une femme extraordinaire, Madame Morin. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. » Madeleine est restée avec moi à l'hôpital. Elle ne m'a pas quittée une seconde. Elle dormait sur un fauteuil à côté de mon lit. Elle m'apportait des repas chauds. Elle me tenait la main quand je pleurais. Et je pleurais souvent. Pas de tristesse, de soulagement, parce que c'était fini. Enfin fini. 3 jours après mon hospitalisation, Maître Blanchard est venu me voir avec des nouvelles. Il s'est assis dans le fauteuil, à côté de mon lit, a ouvert son attaché-case et a sorti un dossier épais. « Madame Morin, j'ai de bonnes nouvelles et des nouvelles moins bonnes. Par quoi voulez-vous commencer ? » « Les bonnes, s'il vous plaît. J'ai besoin de bonnes nouvelles. » Il a souri. Le procureur a ouvert une enquête pour maltraitance sur personnes vulnérables et abus de confiance. Les charges sont lourdes. Votre fils et sa femme ont été interrogés pendant plus de 8 heures. Ils ont tout nié au début, bien sûr. Ils ont dit que vous aviez choisi de vivre dans la cave, que vous étiez confuse, que vous perdiez la tête. Mais face aux preuves, vos notes, les photos, les relevés bancaires, ils ont fini par admettre certains faits. Certains faits? Oui, pas tout. Ils minimisent, comme toujours. Ils disent que c'était temporaire, qu'ils avaient l'intention de vous installer ailleurs, qu'ils ne pensaient pas à mal. La défense classique des bourreaux. Ce n'était pas si grave. Il a marqué une pause, mais le juge n'est pas dupe. Il a vu les photos de la cave. Il a lu vos notes. Il a entendu le témoignage de l'assistante sociale. Et surtout, il a vu le dessin de votre petite fille. J'ai fermé les yeux. Ce dessin, ce petit dessin qui avait tout déclenché. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Votre fils et sa femme ont reçu un avertissement judiciaire. Ils ne risquent pas la prison pour l'instant. Mais ils ont un dossier maintenant, une trace officielle. Si jamais ils recommencent quoi que ce soit de similaire, s'ils maltraitent qui que ce soit, ils seront poursuivis pénalement et les peines seront lourdes. C'est tout? Juste un avertissement? Ma voix tremblait de colère. 18 mois dans une cave. Et juste un avertissement. Maître Blanchard a posé sa main sur la mienne. « Madame Morin, je comprends votre frustration. Mais la justice est complexe. Il est difficile de prouver la maltraitance quand les accusés nient tout et qu'il n'y a pas de témoin direct. Ce qui est important, c'est que vous êtes libre maintenant et que vous allez récupérer tout ce qu'ils vous ont volé. Mon appartement, il vous sera restitué intégralement. Le bail que votre fils avait signé avec les locataires
était frauduleux, puisque vous n'avez jamais donné votre accord écrit. Les locataires ont été informés de la situation. Ils ont été choqués d'apprendre la vérité. Ils partiront à la fin du mois. Et l'argent? Les loyers qu'ils ont encaissés? 21 600 € au total, soit 18 mois à 1 200 € par mois. Cette somme vous sera intégralement remboursée par votre fils, sur décision de justice. Il aura 6 mois pour payer. S'il ne paye pas, ses biens seront saisis. J'ai fermé les yeux. 21 600 €. 18 mois de ma vie dans une cave humide. Ça faisait 1 200 € par mois. Le prix de ma dignité, de ma santé, de mon amour maternel bafoué. C'était dérisoire. C'était insultant. Mais c'était la justice. La seule justice que notre société pouvait m'offrir. « Et Léa ?» ai-je demandé. « Ma petite fille, est-ce que je pourrais la voir ?» Maître Blanchard a hésité. « C'est plus compliqué. Votre fils a demandé à ce que vous n'ayez pas de droit de visite. Il dit que votre présence perturberait l'enfant. » Ma présence? C'est lui qui me maltraitait. Et c'est ma présence qui la perturberait? Je sais que c'est injuste. Mais légalement, il a le droit de limiter les contacts entre son enfant et les autres membres de la famille. Vous pouvez contester, bien sûr. Vous avez des droits en tant que grand-mère. Mais cela prendrait du temps, de l'argent, de l'énergie. Et Léa serait tiraillée entre son père et sa grand-mère. J'ai réfléchi longuement. Léa, ma petite Léa. Je voulais la revoir plus que tout. Mais pas au prix de son bien-être. Pas au prix de la voir souffrir d'un conflit entre adultes. Non, ai-je dit finalement. Non, je ne contesterai pas. Pas pour l'instant. Elle a 6 ans. Elle a besoin de stabilité. Si un jour elle veut me voir, elle saura où me trouver. Maître Blanchard a hoché la tête. C'est une décision sage, Madame Morin, et courageuse. Une semaine plus tard, je suis sortie de l'hôpital. Madeleine m'a accompagnée à Bordeaux, chez elle, le temps que mon appartement soit disponible. C'était étrange de revoir la lumière du soleil, de respirer l'air frais, de marcher dans la rue sans avoir peur. Les premiers jours, j'avais du mal à dormir dans un vrai lit. J'étais trop habituée au canapé défoncé, à l'humidité, au froid. Le confort me semblait presque suspect. Mais peu à peu, mon corps s'est souvenu de la chaleur, de la douceur des draps propres, du plaisir simple de manger un repas chaud à une vraie table. Frédéric a essayé de me contacter. Plusieurs fois. Il m'a envoyé des messages, des lettres, des emails. Toujours le même refrain. « Maman, je suis désolée. Je ne voulais pas ça. C'était Delphine. Elle me manipulait. Je n'ai pas su résister. Pardonne-moi. » Je n'ai pas répondu. Pas par cruauté. Par survie. Parce que pardonner trop vite, c'est inviter à être blessé à nouveau. Parce que j'avais besoin de temps. Pour guérir. Pour comprendre. Pour reconstruire. 1 mois après ma sortie de l'hôpital, je suis rentrée chez moi, à Paris, dans mon appartement du 15e arrondissement, celui que j'avais cru perdre à jamais. Madeleine m'a accompagnée. Elle avait insisté pour faire le voyage avec moi, pour s'assurer que tout allait bien. Le train de Bordeaux à Paris nous a pris 3 heures. 3 heures pendant lesquelles j'ai regardé le paysage défiler par la fenêtre, les champs, les villages, les forêts. 3 heures pendant lesquelles je me suis demandé si j'aurais le courage d'affronter mes souvenirs. Quand nous sommes arrivés devant mon immeuble, j'ai hésité. La porte cochère était la même. Le digicode n'avait pas changé. Et pourtant, tout semblait différent. Comme si j'étais une étrangère dans ma propre vie. « Tu es prête ?» a demandé Madeleine en serrant ma main. « Non », ai-je répondu honnêtement.
Mais je ne le serai jamais. Autant y aller. Nous avons monté les escaliers lentement. 4e étage, à droite. Ma porte. Avec la petite plaque en laiton que Henri avait installée le jour de notre emménagement. Morin. J'ai sorti ma clé. La même clé que j'avais depuis 40 ans. Et j'ai ouvert. L'odeur m'a frappée en premier. Une odeur de renfermé, de poussière, d'absence. Les locataires avaient tout laissé en état, comme convenu. Mais les volets étaient fermés. Les meubles étaient couverts de draps blancs. Et il y avait cette impression d'abandon qui flottait dans l'air. J'ai fait quelques pas dans le couloir. Mes pas résonnaient dans le silence. Et soudain, tout m'est revenu. Henri. Notre vie. Nos rires. Nos disputes. Nos réconciliations. Les anniversaires de Frédéric avec les bougies sur le gâteau au chocolat. Les Noëls autour du sapin trop grand pour le salon. Les dimanches matins où nous restions au lit jusqu'à midi, à lire et à boire du café. 40 ans de souvenirs. 40 ans de bonheur. Et tout était encore là, intact, comme si le temps s'était arrêté. J'ai pleuré. Longtemps. Debout dans ce couloir, entouré de mes souvenirs, j'ai pleuré tout ce que je n'avais pas pu pleurer pendant ces 18 mois de captivité. Madeleine m'a serré dans ses bras. Elle n'a rien dit. Elle était juste là, et parfois c'est tout ce dont on a besoin. Les jours suivants, j'ai remis l'appartement en état. J'ai ouvert les volets, aéré les pièces, retiré les draps des meubles. J'ai fait le ménage, rangé, organisé. Chaque geste était une reconquête. Chaque pièce nettoyée était une victoire. Et peu à peu, mon appartement était redevenu mon chez-moi. La photo d'Henri est revenue à sa place sur le buffet du salon. Le fauteuil où il aimait lire a retrouvé son coin près de la fenêtre. Et moi, j'ai retrouvé ma vie. Madeleine est restée 1 semaine avec moi pour s'assurer que tout allait bien. Elle m'a aidée à faire les courses, à prendre mes rendez-vous médicaux, à régler les questions administratives. Et puis, un dimanche soir, elle a dû partir. « Tu es sûre que ça va aller ?» m'a-t-elle demandé sur le quai de la gare. « Oui, maintenant oui. » Je l'ai serrée dans mes bras. « Merci Madeleine, pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. »« Tu aurais survécu, » a-t-elle dit avec un sourire. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Le train est parti, et je suis rentrée chez moi, seule. Mais pas vraiment seule. Parce que j'avais mes souvenirs, mes photos, mes objets. Et j'avais la certitude d'avoir survécu, de m'en être sortie, d'être encore debout. Les mois ont passé. J'ai repris une vie normale, ou presque. Je voyais un médecin régulièrement pour soigner les séquelles de mes 18 mois dans la cave. Mon infection pulmonaire s'est résorbée avec les antibiotiques, mais il a fallu plusieurs mois de traitement. Mes carences ont été comblées avec des vitamines et une meilleure alimentation. Ma toux a fini par disparaître, même si certains soirs, quand il fait froid ou humide, je l'entends encore revenir, comme un écho du passé. J'ai aussi vu un psychologue. C'était Madeleine qui avait insisté. « Tu ne peux pas porter tout ça toute seule, » m'avait-elle dit au téléphone. « Tu as besoin de parler à quelqu'un de qualifié. » J'avais d'abord refusé. Dans ma génération, on ne parle pas de ces problèmes à des étrangers. On se débrouille, on encaisse, on continue. Mais Madeleine avait raison. Le poids était trop lourd. Les cauchemars revenaient chaque nuit. Je me réveillais en sueur, persuadée d'être encore dans la cave, d'entendre les grattements des souris, de sentir l'humidité sur les murs. J'ai fini par accepter. La psychologue s'appelait Docteur Marchand, une femme d'une 40aine d'années, avec des cheveux châtain courts et des yeux doux.
Son cabinet était lumineux, chaleureux, avec de grandes fenêtres qui donnaient sur un jardin. L'exact opposé de la cave. La première séance, je n'ai presque rien dit. J'étais assise sur son divan, les mains serrées sur mes genoux, et je regardais par la fenêtre. Elle n'a pas insisté. Elle a juste dit « Prenez votre temps, Madame Morin. Nous avons tout le temps qu'il vous faudra. » La deuxième séance, j'ai pleuré pendant 1 heure. Sans un mot, juste des larmes qui coulaient, encore et encore, comme si mon corps évacuait toute la douleur que j'avais accumulée. Docteur Marchand m'a tendu des mouchoirs et elle était restée là, silencieuse, présente. La troisième séance, j'ai commencé à parler. De la cave, du froid, de la faim, de la solitude, de Delphine et de ses regards méprisants, de Frédéric et de son silence, de Léa et de ses dessins de soleil. J'ai tout raconté, dans le désordre, en pleurant, en m'arrêtant parfois parce que les mots me manquaient. Et peu à peu, séance après séance, j'ai appris à mettre des mots sur ce que j'avais vécu. La trahison, l'abandon, la déshumanisation, le sentiment d'être devenu invisible, négligeable, moins qu'un meuble. Docteur Marchand m'a expliqué que ce que j'avais vécu s'appelait de la maltraitance. Pas juste de la négligence, de la maltraitance. Délibérée, calculée, motivée par l'argent et le mépris. « Vous n'avez rien fait de mal, Madame Morin, » m'a-t-elle dit un jour. « Vous avez fait confiance à votre fils. C'est lui qui a trahi cette confiance. La culpabilité n'est pas la vôtre. Elle est la sienne. » Ces mots m'ont libérée. Pas tout de suite, pas complètement, mais ils ont planté une graine. La graine de l'acceptation, de la guérison. Ces séances m'ont fait du bien. Pas pour oublier, mais pour comprendre, pour accepter, pour avancer. Madeleine venait me voir tous les mois. Elle prenait le train de Bordeaux, passait quelques jours avec moi, et nous parlions pendant des heures de notre enfance, de nos parents, de nos vies. Elle me disait que j'étais forte. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais survivante. Ce n'est pas la même chose, mais peut-être que c'est suffisant. Je n'ai pas revu Frédéric, pas une seule fois en 2 ans. Il a arrêté de m'écrire au bout de quelques mois. Peut-être qu'il a compris que je ne répondrais pas. Peut-être qu'il a abandonné. Peut-être qu'il a honte. Ou peut-être qu'il a simplement tourné la page, comme on ferme un livre qu'on n'a plus envie de lire. Delphine, elle, n'a jamais essayé de me contacter. Pas une lettre, pas un message, pas un mot d'excuse. Mais je ne m'y attendais pas. Elle n'a jamais voulu de moi. Dès le premier jour, j'étais un obstacle pour elle. Un problème à résoudre. Et la solution qu'elle avait trouvée, c'était la cave. J'ai appris par Maître Blanchard que leur situation avait changé après l'affaire. L'information avait fait du bruit. Les journaux locaux avaient republié des articles. Un couple condamné pour avoir séquestré une mère de 71 ans dans leur cave. Une enfant de 6 ans dénonce la maltraitance de sa grand-mère grâce à un dessin. Les noms n'étaient pas publiés, bien sûr. La loi protège les accusés. Mais dans leur quartier, tout le monde savait. Les voisins, les collègues, les parents d'élèves à l'école de Léa. Frédéric avait perdu son travail. L'entreprise où il était cadre n'avait pas apprécié la publicité négative. Un employé qui maltraite sa propre mère, ça ne fait pas bon genre dans les réunions avec les clients. Ça ne correspond pas aux valeurs de l'entreprise. On l'avait convoqué. On lui avait dit que son contrat ne serait pas renouvelé, et il s'était retrouvé au chômage du jour au lendemain. Delphine aussi avait souffert professionnellement. Dans l'immobilier, la réputation est tout. Et la sienne était ruinée. Les clients se méfiaient. Les collègues chuchotaient dans son dos.
Elle avait fini par démissionner, incapable de supporter les regards et les murmures. Ils avaient dû vendre leur belle maison pour rembourser leurs dettes et payer les frais de justice. La maison aux 4 chambres, avec le jardin, le garage, la cuisine américaine. La maison dont je m'étais dit, en arrivant, qu'elle était le genre de maison dont Henri et moi avions rêvé. Cette maison-là, ils avaient dû la vendre. À perte, parce que le marché n'était pas bon et qu'ils avaient besoin d'argent rapidement. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, par l'intermédiaire de Maître Blanchard, il vivait dans un petit appartement en banlieue. 2 pièces, avec Léa. Frédéric cherchait du travail sans en trouver. Delphine accumulait les petits boulots pour payer le loyer. Leur vie de famille parfaite s'était effondrée, comme un château de cartes. La roue avait tourné. Je n'ai pas ressenti de joie en apprenant cela. Pas de satisfaction, pas de sentiment de vengeance accomplie. Juste une sorte de tristesse mêlée d'acceptation. Ils avaient fait leur choix. Ils en payaient les conséquences. C'est la vie. Elle finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Il y a une chose qui me manque. Une seule. Léa, ma petite fille. Celle qui m'a sauvée sans le savoir, avec son dessin de famille et ses crayons de couleur. Je ne l'ai pas revue depuis ce jour de mars, où les services sociaux sont venus à la maison. Frédéric a obtenu de la justice que je n'ai pas de droit de visite. Il a dit que ma présence perturberait l'enfant, que c'était mieux pour elle de ne pas me voir. Quelle ironie! Lui qui l'avait laissée grandir avec une grand-mère dans la cave, lui qui n'avait rien fait pour la protéger de cette situation, lui parlait de son bien-être. Maître Blanchard m'avait dit que je pouvais contester, que j'avais des droits en tant que grand-mère. Mais je n'ai pas voulu. Pas pour l'instant, parce que je ne veux pas que Léa soit tiraillée entre son père et sa grand-mère. Parce que je ne veux pas qu'elle soit obligée de choisir, de témoigner, de revivre tout ce traumatisme. Elle a 6 ans. 6 ans. C'est l'âge des rires, des jeux, des découvertes. Pas l'âge des tribunaux et des batailles d'adultes. Elle a besoin de stabilité, d'amour, de paix. Pas de moi qui débarque et qui bouleverse sa vie à nouveau. Mais je pense à elle tous les jours. Tous les jours sans exception. Je me demande comment elle va, si elle est heureuse, si elle sourit. Si elle dessine encore, je me demande si elle se souvient de moi, de sa mamie qui habitait dans la cave. Je me demande si on lui parle de moi, et si oui, ce qu'on lui dit. Est-ce qu'on lui dit que j'étais méchante, que j'ai fait du mal à ses parents? Est-ce qu'on lui apprend à me détester? Les enfants oublient vite, dit-on. Les souvenirs de la petite enfance s'effacent, remplacés par d'autres, plus récents, plus marquants. Peut-être que Léa m'a déjà oublié. Peut-être qu'elle ne se souvient plus de la mamie de la cave, des visites en cachette, des dessins de soleil. Peut-être que je suis devenue pour elle une ombre lointaine, un personnage flou dans un passé qu'elle ne comprend plus. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle se souvient. Peut-être qu'elle pense à moi, elle aussi. Peut-être qu'un jour, quand elle sera grande, elle viendra me chercher. Elle sonnera à ma porte et je l'ouvrirai. Et elle sera là, devant moi, avec ses yeux bruns et ses cheveux châtains. Et elle dira « Bonjour, mamie, tu m'as manqué. » Et je la prendrai dans mes bras, et je ne la lâcherai plus jamais. C'est peut-être un rêve naïf, une illusion de vieille femme, mais c'est ce qui me fait tenir. L'espoir. L'espoir qu'un jour, nous nous retrouverons. Qu'un jour, la vérité sera dite. Qu'un jour, Léa saura ce qui s'est vraiment passé, et qu'elle comprendra, et qu'elle me pardonnera de ne pas m'être battue plus fort pour la voir. 3 mois après mon retour à Paris, j'ai reçu une enveloppe. Elle n'avait pas de nom d'expéditeur,
Mais le cachet de la poste indiquait la banlieue où vivait Frédéric. À l'intérieur, il y avait un dessin, un seul, sur une feuille de papier blanc. Cette fois, pas de carré noir, pas de cave, pas de rat. Juste une maison avec une grande fenêtre. Et devant la fenêtre, une silhouette, une femme avec des cheveux gris. Et à côté de la femme, un grand soleil jaune. En dessous, écrit de la même petite main maladroite que je reconnaîtrais entre mille, « Mamie est libre ». J'ai pleuré longtemps ce jour-là. Des larmes de joie, de soulagement, d'amour. Ma petite fille ne m'avait pas oubliée. Elle savait, d'une façon ou d'une autre, elle savait que j'étais libre. Et elle était heureuse pour moi. Ce dessin, je l'ai encadré. Il est accroché dans mon salon, à côté de la photo d'Henri. Chaque matin, quand je me lève, je le regarde. Et je souris. Aujourd'hui, j'ai 73 ans. 2 ans ont passé depuis ma sortie de cette cave. 2 ans de reconstruction, de guérison, de vie retrouvée. 2 ans pendant lesquels j'ai réappris à vivre, à respirer, à sourire, à croire en l'avenir. Je vis dans mon appartement, celui que mon fils a voulu me voler, celui où j'ai passé les 40 plus belles années de ma vie. Chaque matin, quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est ouvrir les volets. Je laisse entrer la lumière du jour, cette lumière qui m'a tant manqué pendant 18 mois. Et je reste là, quelques minutes, à regarder le ciel de Paris. Bleu, gris, nuageux, peu importe. C'est le ciel. C'est la liberté. Je sors tous les jours, même quand il pleut. Surtout quand il pleut, en fait. Parce que sentir la pluie sur mon visage me rappelle que je suis vivante, que je suis dehors, que personne ne peut m'enfermer dans une cave. Je vais au parc près de chez moi. Je m'assois sur un banc, toujours le même, celui sous le grand marronnier, et je regarde. Je regarde les gens passer, les chiens courir, les enfants jouer. Je regarde la vie, tout simplement. Parfois, je vois des petites filles, de l'âge de Léa, avec leurs couettes, leurs robes à fleurs, leur rire cristallin. Et mon cœur se serre. Je me demande si Léa ressemble encore à ces petites filles. Si elle rit encore. Si elle joue encore. Je me demande si elle pense à moi parfois, quand elle voit une vieille dame sur un banc. Et puis je chasse ses pensées. Pas par oubli, par nécessité. Parce que la nostalgie peut devenir une prison. Elle aussi. Et j'ai assez connu les prisons. J'ai recommencé à cuisiner. Des recettes simples. Celles que je faisais pour Henri et Frédéric quand il était petit. Un bœuf bourguignon le dimanche. Une tarte aux pommes le mercredi. Des crêpes le samedi matin. Je cuisine pour moi. Maintenant. Et parfois pour Madeleine quand elle vient me voir. Ou pour mes voisins, un couple de jeunes mariés qui habitent au 3e et qui m'aident parfois à porter mes courses. J'ai aussi recommencé à lire des romans, surtout. Des histoires d'amour, de voyage, d'aventure. Des histoires qui me font rêver, qui me transportent ailleurs, qui me font oublier pendant quelques heures que j'ai 73 ans et que mon propre fils m'a enfermé dans une cave. La lecture, c'est ma fenêtre sur le monde. Ma lucarne à moi. Mais une lucarne qui s'ouvre. Je ne sais pas si ce jour viendra. Je ne sais pas si Frédéric changera, s'il comprendra, s'il regrettera vraiment. Je ne sais pas si le pardon est possible après ce qu'il m'a fait. Mais je sais une chose. Je suis vivante, contre toute attente malgré le froid, l'humidité, la solitude, la trahison. Je suis vivante. Et chaque jour que je vis est une victoire. Pas une victoire sur mon fils. Une victoire sur le désespoir, sur l'abandon, sur cette voix qui me disait, au fond de la cave, que je ne valais rien, que je ne méritais rien, que j'aurais mieux fait de mourir.
La justice n'est pas toujours rapide. Elle n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne vient pas toujours comme on l'imagine. Dans mon cas, elle est venue d'un dessin d'enfant et de crayons de couleur. Elle est venue d'une institutrice attentive qui a vu quelque chose d'anormal et qui n'a pas détourné le regard. Elle est venue d'une sœur qui a cru ma parole quand personne d'autre ne le faisait. Elle est venue de toutes ces petites lumières qui, ensemble, ont percé l'obscurité de ma cave. Mon fils m'a installé dans sa cave temporairement. 18 mois plus tard, j'y étais encore. Ma petite fille m'a dessiné avec les rats. C'est son dessin qui a tout changé. C'est une enfant de 6 ans qui a dit la vérité que les adultes refusaient de voir. Et c'est grâce à elle que je suis libre aujourd'hui. Si vous êtes quelque part dans l'ombre, si quelqu'un vous a fait croire que vous ne méritez que la cave, si vous avez perdu espoir, si vous pensez que personne ne viendra vous sauver, écoutez-moi bien. La lumière existe. Elle peut venir d'où on l'attend le moins. D'un appel désespéré passé sur un vieux téléphone, d'une sœur qui n'a pas oublié, d'un dessin d'enfant sur une feuille blanche. Ne renoncez pas. Jamais. Parce que quelque part, quelqu'un vous voit, quelqu'un vous entend, quelqu'un sait la vérité. Et un jour, cette vérité éclatera au grand jour. Ce que j'ai appris de cette épreuve, c'est que l'amour d'une mère peut être trahi, mais il ne peut pas être détruit. C'est qu'on peut perdre beaucoup de choses. Sa maison, sa santé, sa dignité, son fils, et survivre quand même. C'est que la justice n'est pas une question de vengeance, mais de vérité. Et c'est que les enfants voient des choses que les adultes refusent de voir, parce que leur cœur n'a pas encore appris à mentir. Léa, si un jour tu lis ces mots, sache que ta mamie pense à toi tous les jours. Sache que ton dessin m'a sauvé la vie. Sache que tu es la plus belle lumière qui soit jamais entrée dans ma cave. Et sache que je t'aime, quoi qu'il arrive, toujours. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.